L'actualité du jour, c'est la folie spéculative autour du Bitcoin, cette crypto-monnaie dont la valeur a quintuplé en un an et qui a dépassé un seuil symbolique hier. Le Bitcoin vaut désormais plus de 50 000 $ et il intéresse les plus gros capitalistes mondiaux, parmi eux Elon Musk. Il y a de fortes chances que la crypto soit la future monnaie de la Terre. Alors laquelle ce sera? Il y en aura peut-être plus, mais cela devrait être juste considéré comme une spéculation à ce stade. Alors n'allez pas trop loin dans la spéculation crypto. N'attrapez pas la frénésie crypto. Comment expliquer la bulle spéculative autour de cette crypto-monnaie infalsifiable, intraçable paraît-il? Le Bitcoin a-t-il connu son succès grâce aux activités cybercriminelles, trafic d'armes et de drogue sur le dark web? Et les banques centrales et les États laisseront-ils faire? Rien à voir autour de la folie du Bitcoin, cette crypto-monnaie créée en 2009 par un mystérieux Satoshi Nakamoto, conçue, la monnaie et pas lui, conçue comme un outil libertarien pour se débarrasser du contrôle de l'État qui bat monnaie, comme vous le savez. Le Bitcoin s'échange à plus de 50 000 $ depuis hier. Qui spécule sur le Bitcoin? Son succès est-il lié à la cybercriminalité? On en débat après la mise au point de Sandrine de Calvez. Faites-vous partie de ces petits épargnants qui ont eu du nez en investissant dans le Bitcoin? Ça y est, c'est décidé, j'investis. Ça peut faire une fortune. Sur le papier, cette monnaie virtuelle, c'est l'affaire du siècle. À sa création, il y a 12 ans, un Bitcoin valait 0,0063 €. Aujourd'hui, il bat des records et s'élève à plus de 42 000 €. 100 € investis en 2009 rapportent donc en 2021 6,7 milliards d'euros. Une flambée vertigineuse dopée ces jours-ci par l'homme le plus riche du monde. Elon Musk, fondateur du groupe automobile Tesla, vient d'investir 1,5 milliard de $ dans le Bitcoin. Les gens ne devraient pas investir leurs économies d'une vie dans les crypto-monnaies. Mais si vous voulez spéculer, avoir des frissons, il y a de fortes chances que la crypto-monnaie soit la future monnaie de la planète. Le Bitcoin est apparu après la crise financière de 2008. Son créateur, un génie de l'informatique qui se fait appeler Satoshi Nakamoto, revendique alors un monde sans institutions monétaires et financières. Va-t-on pouvoir un jour se passer des banques? Certains y arrivent déjà avec le Bitcoin, une monnaie virtuelle qui permet d'échanger de l'argent d'un ordinateur à un autre. Longtemps réservé aux trafiquants de l'Internet clandestin, le Darknet, le Bitcoin est devenu un phénomène grand public qui a fait des émules. Des milliers d'autres crypto-monnaies ont vu le jour, aux grandes dames des banques centrales qui alertent sur les dangers d'une monnaie virtuelle très volatile, sans garde-fou. Il faut impérativement que cette activité, si elle s'apparente à de la monnaie, entre guillemets, elle soit soumise exactement aux mêmes règles, même business, même supervision, même régulation. Alors, la ruée vers l'or numérique est-elle une folie collective? La crypto-monnaie peut-elle se généraliser dans notre quotidien? Le Bitcoin risque-t-il de déstabiliser l'économie mondiale? Trois invités pour en débattre. Odile Lacomsky-Laguerre, bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes économiste spécialiste des crypto-monnaies et maîtresse de conférences à l'université de Picardie Jules Verne. Selon vous, il y a un projet politique derrière le Bitcoin, constitué des sociétés et des économies qui fonctionnent et qui fonctionneraient en tout cas de manière décentralisée, sans aucune régulation de la part de l'État. À côté de vous, Alexandre Stachenko, bonsoir. Vous êtes cofondateur et directeur général de Blockchain Partner. Vous êtes dans le Bitcoin jusqu'au cou. Et selon vous, le Bitcoin est incensurable par les États et son coût de transaction est faible. C'est un or numérique, d'une certaine manière, beaucoup plus facile à manier que la valeur refuge qu'est l'or métal. À côté de vous, Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP Europe. Bonsoir Jean-Marc Daniel. D'après vous, le Bitcoin n'est pas du tout une monnaie parce qu'on ne peut pas acheter avec et que sa valeur change tout le temps. Il est très volatile. C'est donc, toujours selon vous, un pur objet, un pur actif spéculatif. Et on démarre le débat, Sonia, avec une question d'un de nos internautes qui n'y connaît rien comme nous. Oui, une téléspectatrice qui revendique son ignorance, comme beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce que le Bitcoin? Alors, Odile Lacomsky-Laguerre, est-ce que vous pouvez nous définir très simplement ce qu'est un Bitcoin? Alors, très simplement, je vais essayer d'être synthétique et d'être rapide. Pour faire très simple, c'est une nouvelle monnaie numérique, donc c'est une innovation radicale. C'est une monnaie qui fonctionne de façon totalement décentralisée, ça a été rappelé, qui fonctionne via un réseau peer-to-peer. Donc ce sont des ordinateurs qui sont connectés entre eux et qui assurent la validation et l'authentification des transactions. Donc qui évite la fraude et notamment la duplication possible de la monnaie.
C'est une monnaie donc décentralisée qui ne nécessite aucun tiers de confiance pour la validation des transactions et aucune régulation de l'État et qui ne dépend d'aucune autorité de contrôle et aucune autorité centralisée. Donc c'est une monnaie acéphale, sans pète, on pourrait dire. C'est aussi, alors il faut rappeler aussi que c'est une monnaie transnationale, donc qui se veut directement mondiale pour assurer les paiements internationaux avec des frais de transaction réduits. Alors, définition excellente, hein, j'imagine. On va continuer sur... Oui. Je ne suis pas d'accord avec le mot monnaie. Ah bah bien sûr. Dire c'est une monnaie, par définition, pour moi, ce n'est pas une monnaie. Et donc, non, juste deux remarques par rapport à ce qui vient d'être dit, à l'utilisation du mot monnaie. C'est-à-dire que sur le plan juridique, ce n'est pas une monnaie. En France, il y a un code monétaire et financier qui précise dans son article L111 que la monnaie de la France est l'euro. Donc la monnaie en France, c'est l'euro. Donc le bitcoin. C'est une monnaie transnationale alors? Oui, le bitcoin, c'est pas une monnaie. Non, non, en France, la monnaie, c'est l'euro. Vous ne pouvez pas payer en dollars, hein. Vous ne pouvez pas payer en bitcoin, vous ne pouvez pas payer en dollars. Vous allez dans un magasin, vous ne pouvez pas payer en dollars. Justement, monnaie, pas monnaie, en tout cas numérique, transnationale, acéphale, disiez-vous à l'instant. Et en tout cas, ça rapporte gros selon le cours donc, du bitcoin qui s'envole, qui bat des records en ce moment. C'est notre chiffre du jour, Elisabeth. Un bitcoin a atteint donc le cours de 42 683 €. Très concrètement, Alexandre Stachenko, justement, si jamais j'ai un bitcoin sur moi, est-ce que je peux... Dans votre ordinateur. Dans mon ordinateur, voilà, je prends mon ordinateur, mon portable par exemple. Est-ce que si je vais dans une banque, eh bien, je peux échanger ce bitcoin contre 42 683 €? Alors vous ne le ferez pas dans une banque, parce que les banques aujourd'hui ne proposent pas ce genre de service. Par contre, vous allez le faire dans d'autres services financiers qui proposent ce genre de service. Vous avez des sortes de bourses de crypto-monnaies qui existent, comme il existe Euronext, Nasdaq, etc. Sauf que ce sont des bourses qui sont dédiées aux échanges entre euros et crypto-monnaies, voire parfois entre crypto-monnaies entre elles. Donc il y en a qui ne gèrent plus du tout de monnaie traditionnelle. Vous arrivez avec des bitcoins, vous achetez une autre crypto-monnaie, vous repartez. Et très concrètement, on peut par exemple le convertir. Je peux repartir avec 42 000 €. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui le bitcoin est extrêmement liquide parce qu'il s'en échange sur les marchés presque autant en volume quotidien que l'action Apple par exemple. Donc il n'y a aucun problème. Si vous voulez vendre un bitcoin aujourd'hui à 42 000 €, vous pouvez le faire en allant sur le marché. Maintenant, si vous voulez vendre pour 1,5 milliard de bitcoin comme Elon Musk, vous allez avoir tendance à lisser votre vente parce que sinon vous allez faire bouger le marché à vous tout seul parce que c'est beaucoup de bitcoin d'un coup. Bon, après, évidemment, on discutera du fait que moi je suis plutôt d'accord avec le fait que c'est une monnaie. Mais... Eh bien, discutez-en. Non, mais juste pour préciser ce que c'est une monnaie, d'abord, on ne sait pas ce que c'est qu'une monnaie. Les économistes. Alors, on sait que les États battent la monnaie. Non, ce n'est pas les États, c'est les banques. Et sous l'autorité de la Banque centrale. Parce que c'est votre compte courant. Votre monnaie, elle est sur un compte courant qui est dans une banque. Et la monnaie que vous détenez, elle vous sert à 3 choses essentielles. Mais on ne sait pas définir précisément la monnaie. On sait caractériser ce qui va faire une monnaie. La première chose, c'est que quand vous allez dans un magasin, vous pouvez acheter quelque chose. Et encore une fois, en France, vous allez dans un magasin avec des euros. Vous n'allez pas avec des dollars, vous n'allez pas avec des bitcoins. Est-ce qu'il y a un seul pays au monde où c'est un moyen de paiement légal, le bitcoin? Oui. Le Japon? Le Japon, par exemple. Depuis 2017, c'est ça? Depuis, effectivement, 2017. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que vous pouvez aller dans un magasin et payer en bitcoin au Japon. Mais c'est... Enfin, je vais laisser Jean-Marc Daniel. Oui, non, c'est un affaiblissement du pouvoir monétaire traditionnel. Vous allez au Liban, par exemple, vous ne payez pas en livres libanaises, mais vous payez en dollars. Donc, il peut y avoir des objets qui se substituent à la monnaie nationale pour réaliser les échanges. Pour l'instant, quand même, dans la plupart des pays, c'est la monnaie définie comme la monnaie nationale qui permet les échanges. Ça permet d'exprimer le prix. Alors là, exprimer des prix en bitcoin à la vitesse à laquelle évolue le cours du bitcoin, c'est extrêmement difficile. Et ça permet de préserver du pouvoir d'achat dans le temps. C'est-à-dire, et là aussi, le bitcoin, vu la volatilité, vu ce qu'est le bitcoin, ça ne permet pas ça. Donc ce n'est pas une monnaie. C'est un objet qui existe, mais c'est pas une monnaie. C'est un actif. Avec à peu près rien de ce qui vient d'être dit, mais bon, je pourrais y revenir après. On va y revenir, mais très concrètement, Odile Akomski-Laguerre, si à part le Japon, vous citiez le Japon, on peut utiliser le bitcoin dans des commerces, mais si on ne peut pas le dépenser, l'utiliser dans des commerces, à quoi ça sert donc effectivement d'accumuler des bitcoins? C'est une façon de s'enrichir, de spéculer pour s'enrichir? Alors, moi je vais faire une réponse plus nuancée en fait. C'est un projet monétaire à la base. C'est pour ça que je pense, enfin moi je maintiens que... Pour s'affranchir de la régulation de l'État? Alors, non, je pense que très concrètement, d'abord les gens qui imaginent la conception d'une monnaie digitale, c'est simplement pour penser une monnaie qui va être adaptée à une nouvelle forme de commerce, qui va devenir le e-commerce et ce que sera l'Internet. Voilà. Sur Internet, elle est plus vieille qu'Internet, elle date de 2009, cette monnaie. Alors,
ça a commencé à être pensé et conçu dans les années 80. C'est-à-dire qu'on imagine déjà la conception des monnaies digitales. Il faut bien se dire que le Bitcoin, c'est le résultat d'une série d'expérimentations qui ont échoué avant et Nakamoto a réussi parce qu'il a accumulé des connaissances du monde informatique, etc., qui lui a permis de résoudre un problème central lié à la possibilité de dupliquer une monnaie numérique. Donc, je reviens. En fait, je vais faire une réponse plus nuancée. Pour moi, c'est un projet monétaire, c'est-à-dire qu'il fallait concevoir une monnaie adaptée à l'Internet, au e-commerce, puisqu'on ne peut pas, évidemment, faire des transactions avec une monnaie manuelle, et qui conserve les spécificités du cash, et notamment la préservation de l'anonymat, la préservation des libertés individuelles. Ce qui effrayait beaucoup les gens du milieu cryptographe anarchiste, c'était que les monnaies numériques qui allaient se développer, la carte à puce, ça allait être entièrement traçable. Donc les données individuelles sont traçables. Et donc c'est traçable aussi bien par l'État que par des grandes entreprises. Et ça, ils voulaient absolument s'en affranchir. Et donc, concevoir une monnaie digitale non traçable qui préserve l'anonymat. Une autre particularité du Bitcoin, Alexandre Stachenko, c'est qu'on sait d'ores et déjà qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions. C'est ça, il y a un seuil qui ne sera pas dépassé. Il y en a aujourd'hui, il y en a 18 millions. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions? Est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'il y en aura 21 millions, forcément, il y aura peut-être les cours vont encore plus flamber? En fait, ça a été pensé plus comme de l'or numérique, comme une véritable monnaie au sens monnaie fiat traditionnelle. Aujourd'hui, on voit que l'émission monétaire, on va dire, devient absolument incontrôlée. Et donc, on peut avoir un doute quant à la capacité des monnaies traditionnelles à conserver leur valeur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'étais absolument en désaccord avec la plupart de ce qui avait été dit. Quand on parle de Bitcoin, alors, en fait, je veux dire, si j'étais un peu taquin, je dirais à Jean-Marc Daniel ce que disait Georges Marchais à Jacques Chirac, vous pensez comme il y a 40 ans. Ah, j'étais sûr que vous alliez dire boomer. Non. Sûr. J'ai des références plus communistes. Pour défendre le Bitcoin, citer Georges Marchais. Alors, exactement. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, pour reprendre ce que disait Jean-Marc Daniel, le fait qu'on ne puisse pas payer en dollars en France ne fait pas du dollar quelque chose qui n'est pas une monnaie. C'est une monnaie, mais c'était associé à un autre espace. Donc l'euro, c'est l'eurozone, le dollar, c'est les États-Unis, et effectivement, le Bitcoin vient dans un espace qui, lui, n'existait pas avant. C'est un nouveau continent qui s'appelle Internet, et dans lequel les monnaies traditionnelles ont tenté de l'envahir, mais à quel prix? Le prix, c'est, pendant très longtemps, ça a été très anxiogènisant de mettre ses coordonnées de carte bancaire sur Internet. Et aujourd'hui, le prix qu'on paye, c'est quoi? C'est la multiplication des intermédiaires, c'est les commissions dans tous les sens, c'est la vie privée, effectivement, qui est réduite à portion congrue, puisqu'on peut tracer tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est le prix pour qu'on puisse faire des transactions sur Internet avec des monnaies traditionnelles. Le Bitcoin arrive et dit, moi je suis une monnaie nativement numérique, premièrement, donc je suis particulièrement fit pour l'espace Internet. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je suis transnational par nature, je peux faire des transactions sur Internet à des frais extrêmement réduits. Et je m'adapte très bien au dark web aussi, à la cybercriminalité, au trafic. C'est oui et non. Pour reprendre ce que vient de dire ma voisine, Odile, c'est que on ne peut pas à la fois vouloir une traçabilité totale des transactions, parce que si on veut ça, en fait, globalement, ce qu'on souhaite et qu'on appelle de nos voeux en voulant ça, c'est une société totalitaire. C'est une société où on n'a absolument aucune vie privée. Donc, on ne peut pas souhaiter ça. Donc, mécaniquement, de toute façon, on doit garder une sorte d'espace gris dans lequel on doit pouvoir être libre de faire des transactions. Maintenant, pour répondre précisément à cet argument-là, ça, c'est un argument qui est répété partout alors qu'il est complètement faux. La proportion de transactions illicites sur Bitcoin, c'est 0,3% à peu près, alors que pour le dollar, c'est 5%. Donc c'est bien plus, et c'est clairement pas en Bitcoin que se finance Daesh, les cartels mexicains et colombiens, etc. C'est absolument pas en Bitcoin. Bitcoin sert à faire des transactions ou à stocker de la valeur. C'est mon dernier point sur lequel j'étais pas d'accord. S'il y a bien un actif sur lequel je peux vous assurer qu'en l'achetant, vous allez perdre de la valeur sur le long terme, c'est le dollar. C'est le truc qui a perdu 90% de sa valeur en 100 ans, alors que le Bitcoin, lui, si vous le prenez sur les tendances longues, justement, il ne fait que prendre de la valeur. On va regarder une infographie, une carte. Ça monte et ça descend. Voilà, en tendance longue. Attendez. On va la regarder, la tendance longue. On va la regarder ensemble. Indéniablement, aujourd'hui, il bat des records. Mais ce cours du Bitcoin, il a énormément fluctué ces dernières années. Donc, si on regarde, par exemple, en 4 ans, il est passé d'un peu plus de 1000 euros en janvier 2017 à aujourd'hui, donc 42 683 euros. Rappelons que cette monnaie numérique a été créée au lendemain de la crise de 2008, en 2009. Et on le voit, en tout cas, cette courbe, ce sont des montagnes russes avec des
des hauts, des pics et puis des ressacs. Pourquoi, Odile Lacomsky-Laguerre, pourquoi autant de fluctuations, pourquoi une telle volatilité du Bitcoin et pourquoi cet envol aujourd'hui? Est-ce que c'est lié évidemment à la pandémie et à ses conséquences? Alors, de manière générale, je vais faire l'explication basique. Hein. En fait, ça fonctionne comme un actif spéculatif. Du coup, l'effet montagne russe, mais c'est comme tout ce qui se passe en bourse, c'est-à-dire que vous avez des comportements mimétiques. Quand vous avez un mouvement haussier, il est rationnel d'acheter si vous pensez que les autres continuent à penser que le mouvement va continuer à être haussier. Voilà. Et donc, vous pouvez avoir des retournements, c'est très sensible aux rumeurs, c'est très sensible aux nouvelles favorables, très sensible à la publicité. Donc, par exemple, Elon Musk. Alors, très récemment, c'est pour ça, c'est un petit marché. C'est un tout petit marché. Le mot a été lâché, c'est quand même un actif spéculatif. Et quand Elon Musk se porte là-dessus, c'est un actif spéculatif. Et donc, un véritable enjeu, à mon avis, il y a deux enjeux derrière ça. Est-ce qu'il y a d'autres actifs spéculatifs qui rendent des services autres que le Bitcoin? La réponse est oui. Et d'abord, il y a 3000 crypto-monnaies, donc il y a tout un tas de personnes qui se sont mises sur ce type d'activité. Et puis, on parlait de l'or et du fait que le dollar s'est dévalué. Il y a 50 ans, l'or a été expulsé du système monétaire international, c'était en 1971, sur la base d'une once d'or vaut 35 $. Maintenant, une once d'or, ça coûte 1832 $. Donc, effectivement, c'est aussi un actif spéculatif avec une référence. Il y a une référence, non pas il y a 40 ans, mais il y a il y a 20 siècles. Hein. Bon, donc, c'est un actif spéculatif. Donc, l'humanité, effectivement, là, je rejoins un peu ce qui a été dit, quand même, l'humanité se méfie du dollar et des banques centrales. Je crois que depuis 10 ans, les banques centrales accumulent des politiques monétaires qui ont de quoi effrayer l'humanité. Et donc, l'humanité cherche des actifs sinon spéculatif, en tout cas qu'elle espère être sûre. La deuxième remarque que je ferai, c'est que quand on est sur des actifs spéculatifs, il y a une vieille règle de Maurice Allais, le prix Nobel d'économie, qui dit « Sur le marché, il y a des investisseurs avisés et des spéculateurs. Le spéculateur, c'est celui qui perd, l'investisseur avisé, c'est celui qui gagne. Mais on ne le sait qu'à la fin de l'histoire. Alors Alexandre Stachenko, expliquez-moi pourquoi est-ce que j'espère quelque chose comme toutes ces entreprises d'ailleurs sérieuses qui elles aussi se convertissent au Bitcoin, PayPal, Visa, Mastercard me semble-t-il, BlackRock aussi. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elles ont à y gagner? Je vais donner un verbatim qui n'est même pas le mien. Une des entreprises précurseurs de tout ça, c'est MicroStrategy, qui est une entreprise technologique américaine cotée au Nasdaq qui fait des milliards d'euros de résultats nets par an. Qui n'était pas très chaud au début. Qui était absolument pas chaud au début. Son patron, Michael Saylor, passait son temps à dire que le Bitcoin ne servait à rien. Et en fait, dès l'an dernier, il a finalement issu un communiqué pour dire « Ok, j'ai regardé ma trésorerie », je cite ces mots, « J'ai regardé ma trésorerie, je me suis aperçu que j'étais sur un glaçon qui fondait. Donc, j'adopte le Bitcoin comme actif principal de ma réserve de trésorerie. » Une fois qu'on a ça, d'ailleurs, on voit très rapidement que sur Twitter, Elon Musk vient parler à Michael Saylor pour lui dire « Mais je ne savais même pas que c'était possible, comment vous faites des transactions aussi importantes, 400 millions d'euros, qu'est-ce qui se passe ?» Michael Saylor lui répond « Parlons-en en privé ». 2 mois plus tard, Tesla met 1,5 milliard. On peut supposer qu'il y a eu une conversation entre les deux hommes. Mais effectivement, le rationnel qu'il y a derrière, c'est que le dollar, en ce moment, dont on parle du fait qu'une monnaie, ça doit être une réserve de valeur, on rappellera que le dollar a perdu 15% face à l'euro en un an. Vous allez énerver Jean-Marc Daniel. Et est-ce que ça en fait pour autant pas une monnaie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le rationnel des entreprises, c'est de dire plutôt avoir du Bitcoin pour parier sur la valeur réserve long terme que d'avoir du dollar qui ne fait rien dans ma trésorerie et d'être sûr de perdre de la valeur au fur et à mesure du temps. On évoque avec vous, Sonia, quelque chose qui est lié aux malversations sur le web, les rançongiciels. Oui, on a tous été marqués cette semaine par cette nouvelle en pleine crise du Covid. L'hôpital de Villefranche-sur-Saône qui s'est retrouvé paralysé après avoir été visé par une cyberattaque. Ça avait déjà été le cas il y a quelques jours à l'hôpital de Dax. Depuis près d'un an et le début de cette crise du Covid-19, les hôpitaux semblent être devenus la cible privilégiée des hackers, notamment en raison de la vétusté de leurs installations informatiques. Le cas de figure le plus classique, c'est donc l'envoi par mail d'une pièce jointe, un PDF infecté qui va paralyser le système. On appelle ça les rançongiciels. Et pour lever leur attaque et permettre de retrouver l'accès aux documents, les hackers demandent le paiement d'une somme d'argent, d'une rançon. Et ça se passe souvent en Bitcoin, car c'est bien, vous le disiez tout à l'heure, l'une des caractéristiques de ces crypto-monnaies, leur capacité à rendre les échanges anonymes. Forcément, les activités criminelles qui pullulent sur le dark web, cet Internet de l'ombre, en profitent, même si j'ai bien entendu que vous aviez l'air de considérer que c'était plutôt une idée reçue tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous allez encore en désaccord sur cette question. Je vous pose donc peut-être la question à vous, Jean-Marc Daniel. Est-ce que c'est aussi ça la réalité de ces
crypto-monnaies favoriser les trafics en tout genre, trafic d'armes, de drogue sur le dark web? Moi, ce qui me frappe, c'est effectivement la dérive de ce projet. On l'a dit au début, le projet a été fait sur le plan intellectuel par des gens qui voulaient s'abstraire du monopole qu'est la Banque centrale, des politiques monétaires, de décisions qui étaient prises par des autorités, pour avoir une sorte de décentralisation et de décisions prises au niveau individuel par les citoyens. Et maintenant, c'est devenu effectivement un outil pour tout un tas donc un actif spéculatif pour un certain nombre d'entreprises, un moyen d'échapper à la loi pour un certain nombre de gens qui ne veulent pas manier des fonds, mais des fonds visibles et des comptes bancaires. Néanmoins, quand on regarde, je pense que statistiquement, on a parlé de Daesh et tout ça, le billet en dollars et le lingot d'or, ça reste pour le crime organisé qui doit être là aussi sur la ligne de Georges Marchais, c'est-à-dire qui fonctionne sur comme il y a 40 ans. Je pense que le crime organisé est plus dans l'appétence du dollar et du lingot d'or que du bitcoin, parce qu'il pense que c'est plus sûr, que c'est moins dangereux, que le dollar et l'or est plutôt du côté de l'investisseur avisé et le bitcoin est peut-être, je ne prends pas position, du côté du spéculateur. Odile Lacomsky-Laguerre, une dernière chose, c'est pas du tout écolo le bitcoin? Ah non, c'est pas écolo du tout. Non. Ah bah, c'est une réalité. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est une réalité. Mais je pense qu'il peut y avoir des améliorations. Il peut y avoir des améliorations, mais c'est pas écolo parce que le bitcoin, en tout cas la blockchain bitcoin, repose sur le mécanisme. Oui, ça repose sur le principe de la preuve de travail. Il faut faire travailler les ordinateurs sur un problème mathématique très compliqué, trouver une solution, et ça demande de la dépense énergétique, de la consommation électrique. Donc effectivement, ça a été pas mal montré du doigt. Alors, en revanche, là, je ne fais pas la promotion du bitcoin en disant ça, mais on n'a pas fait la comparaison avec ce que coûte le fonctionnement des monnaies bancaires classiques non plus. On le fera la prochaine fois. Voilà. Ce débat est terminé. Merci. On laisse pas la parole à la défense, c'est terrible. Un petit peu quand même. Ah oui, messieurs les censeurs. Merci à tous.